Aujourd'hui, c'est plutôt un aspect de recherche scientifique dont on va parler, puisque Benoît travaille sur le récit de vie auprès d'adolescents, et plutôt que de prendre des informations et puis de partir, il a eu l'idée de prendre des informations en distillant peut-être déjà des ouvertures, donc pas simplement recueillir des informations, mais déjà un peu proposer des actions. Aujourd'hui, tu te préoccupes beaucoup de la jeunesse, ouais. De la compréhension de leur histoire, de l'impact de leur passé sur leur vie aujourd'hui, mais surtout sur la recherche de leurs forces et sur la projection de leur avenir. Voilà, donc Benoît, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir de t'avoir ici comme premier orateur de ce samedi. Tu as 45 minutes, enfin moi j'en ai déjà pris quelques-unes, donc tu as le temps. On va commencer sucré. Après on fera une petite pause et ce sera au tour du professeur Pourtois et du professeur de Smet, qui sont déjà ici, de venir faire leur conférence sur l'éducation positive. Mais ça c'est déjà pour un peu plus tard. Voilà, je te laisse la place et la parole. Benoît, à toi. Merci pour ces paroles. Y a-t-il parmi vous qui ont déjà pratiqué du récit de vie, qui ont déjà une expérience dans le domaine du récit de vie? Non? Moi j'ai écrit. J'ai écrit mon témoignage par rapport à mon enfant. Ah oui. Donc sous forme d'écrit alors? Oui. Pas sous forme de narration directe, mais sous forme d'écrit. C'est intéressant, hein? Oui. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'essayer de voir le récit de vie. Est-il intéressant? Est-il utile? Est-il compatible avec l'orientation solution? On va voir que non seulement c'est dans la méthodologie que j'ai utilisée, c'est non seulement compatible, mais c'est même quasi complémentaire. Et je vais essayer de vous expliquer comment j'ai mené ces interviews, d'abord dans un cadre de recherche, et en me rendant compte qu'il y avait une possibilité d'aide directe pour les jeunes que j'interviewais. Voilà. Alors un petit plan. Je vous présenterai qui je suis, je vous présenterai ce que c'est selon moi les récits de vie que je fais avec des jeunes. Je vous montrerai comment je les pratique dans le but de ma recherche, mais en même temps pourquoi et comment ça se met d'une manière quasi naturelle dans une démarche thérapeutique. Et puis si on a le temps, on pourra encore poser quelques questions si ça vous intéresse en tout cas. Alors qui je suis? Je suis père, beau-père, grand-père, ce qui fait en tout que j'ai pu durant ma vie observer déjà 3 générations. J'ai été jeune, j'étais ado, j'étais adulte, j'étais parent. J'ai vu des jeunes qui sont devenus ados, qui sont devenus adultes, qui sont devenus parents. Et ça s'arrête à cette partie-ci, c'est que ces jeunes-là ont des enfants maintenant. Et ça permet d'avoir déjà sur sa vie privée un regard sur ce que l'on a vécu, comment on l'a vécu, comment les gens ont pu vivre tout ça. Et donc, comme Benoît le disait, ma vie professionnelle, elle, a été assez diversifiée pour terminer en 2011 à reprendre des études en sciences sociales sur les dynamiques identitaires dans la quête du sens au travail. Ensuite, par une rencontre fortuite, j'ai repris un autre axe de recherche sur les jeunes, quelque chose qui me passionnait depuis toujours. Et une opportunité s'est présentée lors d'une conférence de Monsieur de Monti, n'est-ce pas, avec Jean-Pierre Pourtois, le professeur Pourtois. Et donc depuis ce jour-là, je creuse ce sujet que je vais présenter aujourd'hui. La parole à la marge, récit de décrocheur. Faire son récit de vie, je vais mettre le turbo. Faire son récit de vie, c'est construire le sens de notre vie à partir de notre propre histoire. Il permet de faire découvrir par le sujet lui-même, à un moment de sa vie, son processus identitaire, ses legs familiaux et sociaux, et lui faire comprendre l'arrimage du déterminisme externe et de son initiative personnelle pour construire le sens de sa vie. La question de base à tout ça, c'est qu'est-ce qui a fait que tu es devenu celui que tu es aujourd'hui? Alex Lenné, qui est un professeur aussi, docteur en sciences de l'éducation, définit l'histoire de vie
comme une énonciation structurante qui a sélectionné, trié, classé, hiérarchisé les événements présentés en fonction de la place que le narrateur leur reconnaît et leur donne dans l'histoire de sa vie. En d'autres mots, l'histoire de vie serait comme une alchimie complexe et singulière qui est identifiée par le sujet lui-même afin de mieux s'approprier sa destinée, son évolution et sa croissance personnelle. L'effet thérapeutique, on le verra, apparaît en démontrant comment les rapports sociaux, tels qu'ils existent en un moment donné et tels qu'ils ont évolué, vont influencer l'histoire et la vie psychique d'un individu, c'est-à-dire sa manière d'être, de penser, ses choix affectifs, idéologiques, politiques, économiques, professionnels. Il y a une dialectique existentielle entre l'individu qui est produit de son histoire et l'individu qui est producteur de son histoire. Entre l'individu, objet de ses conditions concrètes d'existence, et l'individu qui est sujet en devenir et qui cherche à se positionner dans sa vie, dans sa propre histoire de vie. La construction de sens, le sens c'est quelque chose qui me colle à la peau, est la possibilité pour les individus de comprendre la chaîne qui relie leur histoire de vie à l'histoire de leur groupe d'appartenance, à l'histoire de leur famille et à l'histoire personnelle. Cette construction de sens amène les individus à comprendre qu'ils sont le produit de cette histoire et qu'ils peuvent développer ce qu'Alex Lenné appelle leur fonction d'historicité. C'est-à-dire leur capacité d'analyser et de maîtriser les éléments qui les constituent comme sujet historique. Ainsi, faire de sa vie une histoire peut constituer une démarche thérapeutique, clinique, parce que les individus sont amenés à utiliser cette connaissance de leur histoire pour mieux comprendre leur propre destinée et ainsi forger leurs propres armes. Ça va jusqu'ici? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Je vois pas grand-chose au-dessus de mes petites lunettes, mais si je vois une main, ça... Alors comment ça se passe finalement? Comment est-ce qu'une démarche thérapeutique peut se mettre comme ça dans ce récit de vie? L'expérience de vie, l'expérience que la vie fait d'elle-même, c'est au présent que la vie le vit. Un présent éternel qui est le temps du fondamental, de l'essentiel. Mais c'est aussi le récit qui donne un sens à l'existence. L'identité est une identité narrative, car c'est le récit qui permet d'appréhender le temps, parce qu'il lui donne la dimension d'une expérience humaine. C'est de Paul Ricoeur. Le récit rend le temps sensible, visible. Chacun construit son identité en se racontant, en refigurant son expérience, en devenant à la fois le lecteur et l'auteur de sa propre vie, pour essayer de comprendre, de se comprendre. Il y a des événements et nous les tissons dans une narration qui produit une forme de sens. La signification, le sens, est quelque chose que nous trouvons, que nous inventons. Il n'est jamais complet. Il y a des trous. Il y a beaucoup de choses en nous que nous ne contrôlons pas et qui ne dépendent pas de notre volonté. Mais d'avoir des trous ne signifie pas que le récit que nous en faisons est sans importance. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu cette phrase-là. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Je ne suis pas poète, mais j'avais entendu ça, c'est une phrase de Paul Éluard. Et je ne sais pas si on se demande, est-ce que quelqu'un se souvient d'avoir appris à marcher, par exemple? Laurent, tu sais. Tu te souviens peut-être du mode d'emploi de ta femme. On va prendre un autre exemple. Est-ce que quelqu'un se souvient d'avoir appris à parler, par exemple? Je crois que, et c'est beaucoup de choses, quelqu'un pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais il n'est pas nécessaire d'avoir la trace de tout
pour pouvoir faire quelque chose. Il ne faut pas savoir tout ce que l'on a fait pour pouvoir parler, pour savoir parler. Le récit de vie serait quelque chose d'un petit peu similaire. La mémoire, ce sont des traces qui se mettent en nous. Ce n'est pas une image concrète, réaliste d'une réalité, c'est une réalité que nous réinterprétons. Et donc ce qui se fait en nous est une réinvention d'une réalité, parce que nous reprenons ces traces, et ces traces nous construisent. On en fait quelque chose d'un tout cohérent. C'est ça que j'essaie d'exprimer par là. Ok ? Alors pourquoi ? Bon, ça ne marche plus. Pourquoi ? Dans le langage, nous représentons le passage du temps tel que nous le ressentons. Ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Nous pensons et nous racontons, nous ordonnons nos souvenirs et nous établissons des liens entre eux. Et ces fragments disparates appartiennent désormais à quelqu'un, le jeu de l'autobiographie. Le monde remémoré, raconté, est un monde interprété. Et c'est cette interprétation qui lui donne son sens. Ce que nous vivons en nous souvenant, en le racontant, en le reconstituant, en le réinventant, nous en devenons l'auteur. Nous apprenons à habiter des mondes étrangers à nous-mêmes. Nous explorons la dimension de contingence du monde réel. Nous ouvrons le monde des possibles et nous faisons l'expérience de la liberté. C'est aussi de Paul Ricoeur. Et nous pouvons alors apercevoir la liberté de l'imagination. Et nous pouvons alors apercevoir la liberté de l'imagination, ce qui pourrait être l'imagination de la liberté. Tout un processus dans lequel, en réinventant les choses, on trouve une liberté qui nous permet de retrouver notre propre liberté pour recréer notre propre vie. Le jeu de l'autobiographie n'est personne sans le tu à qui nous racontons nos souvenirs. L'existence de l'autre comme condition pleine et entière de ma propre existence. Le chemin le plus court de soi à soi passe par l'autre, qui en se dévoilant à moi, me dévoile à moi-même. Mais l'autre, c'est aussi moi-même. Ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que quand vous faites un récit de vie avec quelqu'un, ce jeu de la personne n'existe pas sans le tu à qui il le raconte. Mais moi, en recevant ça, je ne suis pas non plus impassible, c'est une histoire qui prend corps en moi. Je suis l'histoire de cette personne, et pas suis dans le sens de suivre. Je suis et je suis être l'histoire de cette propre personne. Et il y a des échos qui se font entre ces deux personnes-là. Les récits de vie que je fais avec les jeunes, quand j'ai rencontré les institutions au début, ils m'ont dit « Oh, Benoît, si tu arrives à tenir la concentration avec les jeunes pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, tu vas voir, c'est un max. » Eh bien, c'est moi qui bien souvent arrête l'expérience après 1h30 parce que j'en peux plus. C'est fatigant, on se concentre, on ne peut pas lâcher ce film, on est cette chose et les jeunes ils sont partis, ils sont là-dedans et ils y vont. Or, ce sont des gens, on dit toujours que, écoute, lui, tu vas voir, il ne tient pas à notre place, il est comme ça, si tu essaies de lui parler, ça ne va pas marcher, il ne sait pas se concentrer. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui n'est pas dans le simple ordre de la narration de la personne. Il y a quelque chose dans l'interrelation entre elle et moi. Il y a quelqu'un qui connaît l'émission Sur les épaules de Darwin? Non? Je connais. Non? C'est une émission fabuleuse sur France Inter. C'est tous les samedis. Ah ben c'est aujourd'hui, vous ne l'entendrez pas. Ça a c'est à 11h pour encore partir. C'est Jean-Paul Amessène, c'est un médecin qui est professeur d'immunologie, je crois. Et les émissions peuvent être podcastées Sur les épaules de Darwin. Allez voir ça, c'est merveilleux, il y a des choses succulentes. Je me suis pas mal inspiré de ça ici, aujourd'hui. Alors, venons-en au vif du sujet dans la méthodologie elle-même. Quelle heure il est? 10h. Alors, voilà. Ça, c'est une ligne de vie que j'ai retranscrite pour la rendre plus compréhensible par Monsieur Tout-le-Monde, parce que ça, c'est la ligne de vie telle que je la fais avec un jeune.
Il n'y a pas de flipchart. Non. C'est une grande feuille de flipchart que j'ai coupée en 3. Donc ça fait une large feuille comme ça. Et devant le jeune, je trace une ligne et je mets un point avant le début de la ligne en disant voilà. Et là on le voit à gauche. Ça, c'est ta naissance. Tu es né quand? Donc je ne fais pas de demande biographique de la personne. Ah ben je suis né en... Là c'est... On peut le voir peut-être mieux là. Je suis né en... Boum. Et... Ah ouais, non, c'est 2000 peut-être. Ouais. La précédente, c'est 86. Je ne sais pas si c'est le même ou pas que j'ai pris. Voilà. Il dit je suis né au début de... Je trace ce point en 2000, oui, voilà. Je suis né en 5 2000. Non, pas merci. Mais je ne mets pas ça, c'est juste pour montrer la feuille. C'est gentil. Je suis né en... Voilà, il me dit le 5 2000. Super. Et il y a quelque chose avant. Et nous sommes là, et je mets un autre point à l'autre bout de la feuille, cette longue feuille qui veut bien défiler peut-être. Hop, voilà, elle veut bien. Et je mets un point au bout de la ligne. Voilà. Nous sommes le 29 du 8 2016. Et il y a quelque chose après. Entre les deux, je laisse ça pour l'instant. Je passe à une deuxième feuille. On y reviendra à la ligne de vie. Hein. On y reviendra pour vous expliquer. Je vais peut-être le faire directement et on y repassera après. Donc cette partie-là, si vous comprenez bien, il y a la fin de la vie qui est toujours quelque chose de beaucoup plus dense, que j'ai rééclaté pour vous le montrer au-dessus. Il y a cette ligne bleue qui est une ligne qui se tisse au fur et à mesure du récit. Alors, à ce moment-là, tu te sentais comment? Qu'est-ce qui pour toi était ta condition à ce moment-là? Tu te sentais comment? À 100%, à 50% de toi-même? C'était quoi? Je n'interprète pas plus pour que la personne fasse de cette ligne quelque chose qui pour elle-même ait du sens. Bon, là, j'étais vraiment pas bien. Alors, on voit en 2011, à 14 ans, c'est la déchirure de la fusion avec maman et moi. Papa part en prison. Les mots qui sont mis là-dedans, ce sont les mots précis que la personne me dit. Je n'interprète pas, j'écris le mot qu'elle me dit. Oh ben, c'était la déchirure avec papa, maman. Ok. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me décrire? Je commence le temps. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Ça allait mieux, ça descendait. Quel était ton sentiment? Oh non, là, c'était la dégringolade. Alors je trace cette ligne, dégringolade. Ok. Et je n'interprète pas beaucoup plus loin. Et donc on voit par le dessus, donc qui est la partie de 2014 à aujourd'hui, enfin aujourd'hui, le aujourd'hui du récit. Elle est passée par les sentiers d'étape, qui est une structure d'accueil, agression lors d'une interpellation par la police, un mois de déni. Alors comment ça se passait pour toi? Voilà, c'était la dégringolade totale, il n'y a plus rien qui allait. Et puis alors il a rencontré avec Madame Thomas. Ok, donc dans le récit, la personne voit elle-même cette évolution qui se fait. Et puis on voit à la fin, je suis parti au Bénin. Le Bénin, c'est une des choses qui fait partie du but de mes recherches. Ce sont des séjours de rupture qui sont organisés pour des jeunes, demandés par les instances SPJ et SAGI, comme ça. Donc c'est une jeune fille qui est partie pendant 3 mois au Bénin, rupture totale, rupture avec la famille, rupture avec Internet, tout le bazar. Elle part là-bas, elle tombe dans une structure où il y a un cadre, où il y a des choses qui doivent être faites et tout un processus qui se passe. Intéressant. Et on voit qu'à travers ces 3 mois au Bénin, quelque chose s'est passé dans sa tête. En revenant de là-bas, elle a restructuré les choses. Elle a dit pardon à maman. Et là, il y a une fille qui est... Oh là là, elle est repartie, là, elle est gonflée comme un ballon, hein, c'est magnifique. Donc, voilà comment se passe, et on voit ici sur le... On ne le voit pas très bien, mais lors du récit de vie, on voit il y a des petites vagues, comment c'était avant. Ou avant, c'était quelque chose, je vais peut-être reprendre l'original, on voit un peu mieux. Ou avant, c'était vraiment un petit peu... allez, voilà, on voit cette ligne qui se tisse comme ça. Avant, c'était pas terrible. Et puis, alors, je ne sais plus ce que ça voulait dire. Je suis libre. Mon chien m'a mordu. Pour cette personne, mais ça représentait quelque chose d'important. Papa me frappe. Alors là, on voit quelque chose qui dégringole. Elle rentre à un internat à Wavre. Ah là, comment ça se passe pour toi? Ça va mieux, je me reconfie un peu. Entrer dans une école où elle va pouvoir retrouver un peu de choses positives pour elle-même. Voilà. Comment ça se passe au niveau de ce...
qui marche et ce qui ne marche pas ici. Ça marche. Deuxième chose que je fais avec le jeune, c'est ce que j'ai appelé un réticulogramme. Alors, il y a quelqu'un qui a inventé un jour un génogramme. Hein. Il y avait avant lui les émotivogrammes, c'est ça, hein, voilà. Avant ça, il y a le génogramme, que je ne sais pas qui l'a inventé, cette personne ne l'a inventé d'ailleurs. Et donc, j'ai pris le principe du réticulogramme, parce que le jeune est dans un réseau réticulaire, qui peut être des influences positives, négatives, du bien, du mal, de la famille, pas de la famille. La manière dont les interviews commencent, c'est ok, donc je lui ai présenté cette ligne de temps, on commence là, on termine là, il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Comment t'appelles-tu? Ton nom, ton identité, c'est pas ça qui est important. Le nom qui te colle à toi, qui es-tu? Ah bien, je m'appelle Monica, ok. Et je mets sur ma feuille de papier au milieu, Monica. Alors Monica, dis-moi, la question c'est, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue qui tu es aujourd'hui? Alors dans cette question-là, quelle est la personne qui pour toi est la plus importante? Quelqu'un qui t'a construit ou qui t'a fait du mal? Quelqu'un qui t'a fait du bien ou qui t'a... Qu'importe, on n'est pas là pour juger, on veut comprendre. On veut comprendre et tisser ce qui fera la réponse à cette question. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu qui tu es aujourd'hui? Alors il y en a qui vont me dire... Ah, c'est un ami. Oh, un ami, c'est chouette. Un ami. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé avec ton ami? Il m'a foutu dans la merde. Oh, ok. On sent que c'est important, alors on va le mettre. Okay. Et comment il s'appelle, ton ami? Oh, il s'appelle, je sais pas, Serge. Ok, Serge. Alors j'ai un bic 4 couleurs avec moi. Et je lui montre le bic et je lui dis, dis-moi, dans ce bic-là, quelle est la couleur qui, pour toi, représentera le mieux la relation que tu as avec ce gars-là? Alors il pourra me dire le rouge. Le rouge, dans ce cas-là, c'était le rouge. Ok. Et ce rouge, il évoque quoi pour toi? La colère. Ok, la colère. On voit que pour d'autres, le rouge, ici, on voit pour Monica, amour, haine. Rouge, ça évoque ça pour elle. Il y a une seule couleur dans mon bic 4 couleurs qui n'a jamais été utilisée. À votre avis? Le noir. Le noir n'a jamais été utilisé. C'est amusant, je l'ai fait 14 fois. Voilà, donc c'est la manière dont ça se passait. Les lignes droites, ce sont les lignes qui sont reliées à une filiation. Une des toutes premières, j'étais bien, parce que c'était une jeune fille qui venait de RDC, elle commence à me raconter sa vie avec son frère, sa sœur, son père, et ses 4 épouses à son père. Alors là, ça devenait compliqué de mettre tout ça à côté. Mais c'était pas important. Moi, je ne m'y retrouvais plus du tout. Dans mon propre truc, il y avait des cases un peu partout. Je ne m'y retrouvais plus. Mais c'était absolument pas grave, parce qu'elle s'y retrouvait. Et elle me disait, tu vois, Benoît, c'était là, avec telle personne. Et donc, c'était à ce moment-là, et elle va sur la ligne du temps. Et donc, que moi, je ne m'y retrouve pas trop, n'était pas tellement important. Ce qui est important, c'est que cette personne se structure dans l'espace, dans sa relation, dans le temps. Et les choses se construisent pour elle. Ouais. Voilà, le réticulogramme. Voilà un que j'ai repris où on voit, il y a les parents biologiques, ses parents d'accueil. Et encore une fois, c'est tel que la personne, le jeune, me le dit. Les mots sont mis tels quels. Les noms sont mis tels qu'ils sont. Luciano. On voit Monsieur Pierre, je ne sais plus qui c'était, Monsieur Pierre pour Luciano. Voilà. Alors, la méthodologie, le guide que je poursuis pour cet entretien, il est assez simple. Et là, je vais vous dévoiler quasi l'entièreté du guide. D'abord, je présente aux jeunes qui je suis. Les centres dans lesquels je travaille, ce sont les 4 centres, on peut leur rendre hommage. Je travaille au Goéland, qui est une structure d'accueil pour jeunes filles à Nivelles. À Marage, qui est une structure où ils ont des maisons d'accueil. Ils font des séjours de rupture au Bénin, dans d'autres pays d'Europe, en Roumanie et autres. Et la Pommeraye, qui est une structure assez similaire, mais qui n'est pas à Braine-l'Alleud, mais qui est à Gèvres, de l'autre côté de Namur. Voilà. Donc, avec ces jeunes, les structures leur présentent... Voilà, il y a un scientifique qui fait des recherches et qui aimerait bien poser des questions et c'est est-ce que tu es d'accord de participer à quelque chose avec lui. Il travaille sur pourquoi et comment les choses se passent pour les gens qui sont ici. Sans plus. Et tu es d'accord ou pas d'accord? S'ils ne sont pas d'accord, ils font pas. Ok, ça va. Et bon,
d'après ce qu'on a. Je leur pose la première question. Est-ce que tu sais qui je suis? Alors, 9 fois sur 10, vous êtes quelqu'un, vous êtes un chercheur, vous êtes un scientifique. Ok, je suis un scientifique. Et qu'est-ce que je cherche? Alors, la métaphore se tisse au fil du temps de manière de plus en plus structurée. Je cherche pourquoi il y en a qui se prennent des portes dans la figure. Si tu es là, c'est que tu t'es pris une porte dans la figure. Tout le monde se prend une porte dans la figure, mais toi, apparemment, tu t'en es vraiment pris une et tu es là aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Alors, pourquoi il y en a qui se prennent des portes et qui se relèvent difficilement? Tout le monde s'en prend une de temps en temps. Il y en a qui se relèvent difficilement. Il y en a qui ne se relèvent pas. Il y en a qui se relèvent avec des cicatrices profondes et qui guérissent. Il y en a qui s'en sortent avec des cicatrices qui ne s'effacent pas, ou difficilement, qui mettent du temps. Alors comment ça se passe dans la tête de ces jeunes-là, dans leur cœur et dans leur tripes? Qu'est-ce qui se passe au moment où vous prenez une porte dans la figure? Ça, c'est ce que je cherche. Alors pourquoi je le cherche? Parce que j'aimerais bien arriver à mettre au point un petit tableau de bord. Tu vois, un petit tableau de bord qui irait mettre des capteurs dans ta tête, dans ton cœur et dans tes tripes là, pour essayer de comprendre, d'abord de détecter qu'il y a dans la maison là, un gros courant d'air qui est en train de souffler et que ça va pas tarder à ce qu'il y ait une porte qui claque. Et moi j'aimerais bien que ta porte, tu te la prennes pas dans la figure, que je cours vite de la porte de derrière et fermer la porte pour que le courant d'air s'arrête. Ça, c'est ce que j'essaie de trouver. Alors malheureusement, il y en a qui se prennent une porte dans la figure parce qu'on n'a pas su fermer la porte assez vite pour 36 000 raisons. Alors la première chose qu'on va faire, c'est essayer de trouver une solution pour qu'il puisse repasser le plus vite possible au vert. Tu t'es pris une porte, ok. Il y en a qui cicatrisent plus vite que d'autres. Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui cicatrisent plus vite que d'autres? Et on va essayer de faire pour que toi, tu cicatrises aussi vite que les autres. Et puis une fois que tu auras cicatrisé, on va enfin trouver le dernier sujet de ma recherche. Est-ce qu'il n'y a pas un courant d'air dans la maison, là? Essaye de mettre des petits capteurs pour sentir qu'il y a un courant d'air. Pour que tu ne te prennes plus la porte dans la figure. Voilà. Alors pourquoi je cherche? Alors, pour toi, si tu veux, hein, je peux chercher pour essayer qu'on comprenne ensemble ce qui se passe quand il y a des portes qui claquent. Pour toi, mais surtout aussi pour les parents, pour les éducateurs, les gens ici du centre, qui voudraient essayer d'avoir les meilleurs outils possibles pour détecter et faire repasser au vert les jeunes qui rentrent ici. Et puis aussi pour toi plus tard, peut-être si un jour tu as des enfants. Voilà, ça c'est le début de la présentation que je fais. Et c'est plus long, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça continue par je, tu, moi c'est Benoît. Si tu veux m'appeler Benoît si tu veux, et ça continue. La garantie de confidentialité, l'autorisation d'enregistrement. Et enfin, je pose la question. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu celui ou celle que tu es aujourd'hui? Et pour nous aider, nous avons 2 outils. La ligne du temps que je leur explique. Il y a un début, il y a une fin. Mon papier, voilà. Quel est ton nom? Je ne sais rien de toi. Ton nom, c'est... Voilà, c'est pas ton nom. Mais on est parti. On est parti à travers ce récit. Ça va. Je ne vais pas faire l'affront d'expliquer ici ce que c'est que l'orientation solution. Hein? Je crois que ce ne sera pas utile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, à travers ce que je vous ai expliqué dans le processus de recherche, il y a donc cette responsabilité thérapeutique de ce que l'on fait avec eux. Et d'ailleurs, les éducateurs me le disent, hein. Benoît, je ne sais pas ce qui se passe, mais apparemment il se passe quelque chose. On me dit parfois que s'est mis à fumer comme un pompier, l'histoire, hein. C'est incroyable. Et on a eu peur, on s'est dit, oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Parce qu'on sentait qu'elle était quelque chose qui n'allait pas. Mais le lendemain, tout allait bien. C'était pas quelque chose qui s'est inscrit en elle. Il y a eu un moment comme ça de crispation, et puis après, tout allait bien. Bon, quelqu'un qui s'est mis à manger comme 4, bouffer du chocolat. Et puis après, parce qu'au début j'avais peur en me disant, quoi je touche là? Mais finalement, j'ai fait 16 jeunes jusqu'à présent, et je n'ai eu aucune histoire qui se soit passée dans laquelle le jeune
soient ressortis dans un état pire qu'ils n'y sont rentrés. Tous sont peut-être pas, non pas tous, jusqu'à présent, n'ont pas eu d'impact négatif de la recherche que j'ai faite avec eux. Au pire, il y a eu un petit moment de creux, mais en fin de compte, ça n'a au moins, on n'a pas porté avantage aux jeunes. Génial. Et je crois que il y a un grand bénéfice pour eux. À la fin de l'interview, je leur dis que je me sens responsable vis-à-vis de toi parce que ce que tu m'as donné, je pense que cela peut être utile pour toi, si tu le veux. Alors si tu le veux, quand tu voudras, je reviendrai. Je reviens ici tous les 15 jours, le mardi, le lundi, et si tu le veux, tu demandes à l'éducateur et on peut se revoir. Oh ouais, on va continuer. Mais ils ne reviennent pas. Je crois qu'il y a, dans leur vie, c'est un bouillonnement perpétuel, et on n'a pas encore pensé à aller plus loin pour l'instant. Voilà, ça en reste là. Je crois que je leur donne, ils me donnent beaucoup. Et j'espère que je leur donne un petit peu. Et donc l'orientation solution là-dedans, quels seraient les critères qui sont utilisés? Alors Benoît m'avait donné, en son temps, quand je lui avais parlé de ça, un document canadien, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont faites là-bas, et bien faites, qui s'interrogeait dans des... je l'ai... Si je peux me permettre, il était québécois. Le message est passé, hein? C'est en français, donc... Hein? C'est québécois. C'est en français, c'est québécois, hein? Le centre jeunesse de la Mauricie et du centre du Québec. Ah ouais, mais c'est encore plus québécois. Hein? C'est au cœur du Québec. Voilà. Étude sur l'implantation de l'intervention orientée vers les solutions, rapport final de l'évaluation de l'implantation. C'est en février 2010. Et donc là, ils ont fait, parce qu'il y avait des interventions qui étaient faites avec des jeunes, des formations qui étaient faites en orientation solution, et ils se demandaient est-ce que les interventions que nous faisons, est-ce qu'elles sont orientées solution ou pas. Alors ils se sont penchés sur différents critères, puisqu'on est entre professionnels de l'orientation solution. Peut-être ouvrir ça, j'avais fait un tableau Excel à l'époque. Allez, MFI, ça c'est vraiment le centre de la Wallonie. Je comprends plus, là. C'est pas donnant pour apprendre tout ça. Mon petit gars, MFI, c'est du Wallon, ça c'est le centre. Faut que je m'y mette. La souris, c'est la souris du Ah ben là, c'est le mulot. Donc voilà, European Brief Therapy Assessment. Donc dans ce document, il faut une sorte de synthèse de ce que les différents groupes qui ont fait un petit peu un inventaire des différentes techniques en disant, ben voilà, l'European Brief Therapy Association dit que pour qu'une rencontre soit une thérapie orientée solution, il faut à la première rencontre la question miracle, l'échelle de progrès, les compliments en fin de session et les autres soucis. Les critères de chez Heidelberg, la question miracle, elle ne fait pas une suite dans la première et les rencontres subséquentes, mais il faut qu'il y ait ces critères-là. Selon José Lamar, je vous laisse lire ce que vous voulez lire. Selon José Lamar, il faut une orientation de la conversation en mettant le focus sur ces trois points-là. Les moyens à privilégier, donc là ce n'est pas limitatif ou exhaustif. Les attitudes, ce qu'il doit être en fin d'interview, la prescription de tâches, les questions pertinentes sur une suite, aussi là les rencontres subséquentes. Voilà. Et la conclusion de ce comité, il nous laisse un petit peu sur notre fin. 4 minutes, on y va. Il nous laisse un petit peu sur notre fin parce qu'il émet 16 critères. On va reprendre là. Allez, 4 minutes. Il y a les 16 critères que j'ai listés là-bas. Et dans ces 16 critères, voilà, il ne dit pas lesquels doivent être, ne doivent pas être, quels sont, quels ne sont pas, il laisse un petit peu libre. Alors moi j'ai fait mon petit boulot à moi en me disant dans la méthodologie que nous avons vue ensemble maintenant, quels sont les critères qui de facto sont de l'orientation solution. Identification d'un changement préalable, je ne le fais pas, le jeune le fait lui-même. Question miracle, je ne la fais pas. Bon, je n'ai que 4 minutes, donc je ne ferai pas ma question miracle à moi qui est un peu spéciale, mais voilà. Échelle en début de processus. On a vu, l'échelle, elle se fait de facto aussi. Échelle de progrès. Le jeune la voit, cette échelle de progrès. Question de suivi. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Mais c'est dans sa propre construction qu'il la voit aussi. Question relationnelle. Le réticulogramme, il y est.
Recherche d'exception, ça se fait de lui-même, on en parle. Usage de métaphores. Bon, ben là, ce n'est pas dans la méthodologie, mais vous avez compris que le personnage qui fait le récit de vie, il est dans la métaphore. En l'occurrence, moi-même. Faire quelque chose de différent en l'absence de solution, ben, ça peut se faire, mais bon, ce n'est pas des faits. Le petit pas, non. Décristallisation. Ah oui, là, c'est une gigantesque usine à décristallisation qui se fait là-dedans. Le recadrage, il se fait lui-même aussi. L'externalisation, elle se fait aussi. L'utilisation de rétroaction positive, ce qui a bien fonctionné. Il voit sa courbe qui monte, il le voit lui-même, il le comprend lui-même, il le saisit lui-même. Prescription de tâches, je n'en fais pas. Si ce n'est que je lui dis, si tu veux revenir, quand tu veux, je suis à ta disposition. Et le compliment en fin de session. Je crois que je fais, à travers cette recherche, en fin de séance d'interview, peut-être le plus beau compliment que je puisse leur faire, qu'on ne peut pas faire dans un cabinet, mais que moi je peux faire. Je leur dis merci pour ce que tu m'as donné. Alors, merci pour ce que tu m'as donné. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Ça fait 4 minutes ?